Bonjour à tous, bienvenue sur Lift Talk, le premier podcast dédié à l'univers du street lifting et de la force, où nous abordons des sujets tels que la programmation, la nutrition, les méthodes d'entraînement pour résumer tout ce qui peut vous aider à progresser sans limite, que vous soyez débutant ou confirmé. Nous sommes Marco et Victor, coach et compétiteurs dans le milieu du street lifting. Nous suivons des athlètes également en powerlifting. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter lors du podcast et à nous les poster en commentaire. Le podcast est sur toutes les plateformes, que ce soit YouTube, encore Spotify, Deezer, etc. Bonne écoute à vous. Donc, bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans l'épisode 26 de Lift Talk, où on va, comme les épisodes précédents, décomposer avec plusieurs sujets. D'ailleurs, on s'excuse de la qualité du dernier podcast qui était pitoyable. Moi, je m'excuse pas, c'était sa faute. Toujours un problème de connexion où voilà, il y avait des cuts de 5 minutes. Bref, donc on espère que là, ça va le faire pour celui-ci. Donc là, le premier sujet, c'était, et c'est une question que j'ai eue sur Instagram, qui était quand même vachement intéressante parce que c'est un truc qu'on a peu abordé. C'est vrai qu'on parle plutôt des autres mouvements, dips, traction, squat, et on parle pas souvent des muscle-up, qui est vraiment un mouvement à part dans le street lifting. Et la question, c'était comment programme-t-on les muscle-up? Alors, je vais peut-être commencer déjà pour introduire le truc, et puis Victor, toi, tu nous diras un peu ton point de vue là-dessus. Je pense que ça peut être intéressant parce qu'on a sûrement deux approches différentes. Ah bon, tu penses? Ah, peut-être, ouais, bah, je pense que J'en ça sais sera rien, pas ouais. exactement. Ça sera pas, parce que moi, je connais déjà comment tu programmes sur les muscle-up, donc c'est pour ça. Ah ouais? Ah bah Déjà, attends, alors tu ne tu fais vas pas peur, expliquer. tu ne fais pas faire des muscle-up déjà, donc. Ok. Mais alors attends, parce que qu'est-ce que je voulais dire? Faudra que tu dises ta méthode et après tu diras ce que tu penses que je fais moi. Et après je dirais. Ça me fait rire. J'aime bien. Ok, J'aime bien. j'aime bien, j'aime bien. J'aime Et bien. donc, comment. Alors, c'est toujours pareil, c'est une question d'approche, hein. Tout le monde aura sa petite recette là-dessus. Moi, en tout cas, ce que j'ai pu constater avec le temps et l'expérience, c'est qu'un volume trop important sur les muscle-up n'était pas forcément très payant. Euh, et il valait plutôt miser sur l'évolution, la progression aux tractions qu'au muscle-up, déjà. Surtout, et ça on l'a déjà dit plein de fois, les muscle-up c'est hyper stressant pour les articulations, surtout pour les poids lourds. Je pense à eux tout le temps. Et étant donné que je m'identifie forcément. Euh, moi, je dirais en termes de fréquence, ça peut être assez variable. Je crois que Victor, des fois, il fait une fois par semaine. Moi, je Moi je fais programme, moi je fais une fois par mois, je crois. C'est ce que je recommande en général. recommande pour lui-même. Mais et du coup, je programme plutôt 2 fois semaine. 2 fois semaine avant les tractions, étant donné aussi que c'est un mouvement où il faut avoir pas mal de fraîcheur nerveuse. C'est un truc qui est pas du tout intéressant à faire en fin de séance, hein. C'est un truc où il faut vraiment être en pleine possession de ses moyens pour avoir la technique la plus efficiente possible. Et c'est marrant aussi parce que, alors là, je digresse un peu. C'est un mouvement où on voit un peu la forme du jour, hein. C'est Ah tout ou ça? rien. Ah oui, oui, Euh, oui. et, et des fois, Très c'est pas représentatif. vrai. C'est pas explicable dans le sens où vous avez passé une bonne nuit, vous avez bien mangé, tout va bien, et puis en fait, vous arrivez au muscle-up, et puis c'est la catastrophe. Et vous comprenez pas. Et souvent, c'est comme ça, en fait, c'est vachement aléatoire. Moi, j'ai pas encore réussi à saisir tous les paramètres qui pouvaient influer sur ce mouvement-là. Et surtout sur les débutants, et je parlais de ça à un élève, Mehdi, si tu nous écoutes. Enfin, j'ai deux Mehdi. Le Mehdi, le gros Mehdi, il va se reconnaître. Je disais que, en fait, quand tu as un niveau débutant ou un petit niveau, tu vas voir tes variations de forme, ça va être très flagrant sur les muscle-up. Plus ton niveau il va évoluer, bah, moins ça va être impactant sur tes muscle-up. Mais il y a carrément sur certains profils
des jours où ils vont même pas pouvoir faire un muscle-up parce que leur niveau en fait est tellement bas, entre parenthèses, c'est pas négatif, hein, que en fait, voilà, une petite variation va faire que voilà, ça va être qui tout double, quoi. Donc voilà, pour ça, je finis cette parenthèse-là. Donc voilà, alors la question de fond, peut-être que c'est en amont comment faut faire pour programmer, parce que là j'ai dit la fréquence hebdomadaire. Je dirais que donc peu de séries, je dirais 3-4 séries grand max de muscle up, ça me paraît le maximum. Avec plutôt combiner ça, et là je pense que Victor il va nous en dire un peu plus, à des chest to bar ou des muscle up, des débuts de muscle up, je sais même pas comment tu les appelles, Victor. Et donc ça c'est intéressant. Et puis sur les débutants, alors il y a pas mal de méthodes possibles, mais moi je trouve que la plus comment dire, la plus efficiente, ça serait débuter avec l'élastique pour se délester, même si on sait que au niveau de la trajectoire, quand vous allez enlever l'élastique, ça va être un peu différent, etc. Vous allez manquer de repères. Ça, on en a conscience, mais je trouve que les gains avec l'élastique sur l'apprentissage sont quand même vachement pertinents. Si on partait à l'inverse plutôt sur comment dire, une optique de voilà, dégradation technique dès le départ, par exemple, ça serait pas très grave si vous keepez un peu sur le mouvement avant d'avoir vraiment un certain nombre de répétitions, puis après cleaner le mouvement. Ça, je suis un peu moins fan parce qu'on prend des mauvais automatismes dès le départ. Je préfère avoir un mouvement qui change un peu au niveau de la mécanique que de dire voilà, bon, c'est pas grave si ton mouvement est un peu dégueulasse, on va le cleaner avec le temps. Pour moi, non, c'est pas la bonne solution. C'est un mouvement où il faut vraiment avoir un focus interne très important sur la technique. Euh, voilà, je vais pas en dire plus. Je vais attendre que Victor développe un peu et puis peut-être que je rajouterai un peu certains points. Non, non, faut Victor. d'abord que tu dises comment tu penses que moi je fais. Ah oui, donc bah, finalement, je pense on est toujours assez proche au niveau de la programmation. Je pense que tu fais pas un gros volume non plus sur les muscle-up. Et je sais que tu aimes bien programmer les muscle-up sans dips, qui pour moi aussi, je trouve ça très bien, hein. Pourquoi faire un dips en fait finalement, si on peut s'économiser là-dessus, bon bah Pour c'est moi, toujours ça à prendre. c'est un correcteur technique de la même qualité que les dips posés pour moi, tu vois. Les transitions, sans dips. Ok. C'est à peu près la même nécessité quasiment systématique à mettre, tu vois, je trouve. Donc, alors, attends, je vais développer un petit peu l'ensemble. Donc, je vais tout expliquer. Là, je vais vous faire un gros exposé. J'ai essayé de réfléchir un petit peu parce qu'on prépare rien. Là, il m'a dit le sujet tac. Donc, j'ai essayé de faire une petite synthèse dans mon esprit pour vous faire un petit exposé un peu bref. Pour moi, les muscle-up, mais ça, je l'ai déjà évoqué, on en a déjà parlé, c'est un mouvement qui s'apparente à un mouvement d'haltérophilie du point de vue de ses caractéristiques et de sa mécanique. Alors, sa mécanique, déjà pour commencer, c'est l'inverse d'un clean. Un clean, on va chercher à amener une barre sur les clavicules en partant du bas. Et ben là, c'est l'inverse. La barre, elle est au-dessus de notre tête, c'est la barre de traction. C'est la barre qui est le point fixe, c'est nous qui bougeons autour, mais le mouvement est le même. Et on va chercher à amener la barre sous la poitrine, en gros. Donc, mais sinon, la mécanique est globalement similaire, la transition, le passage des coudes, etc. Sauf qu'il se fait dans l'autre sens. Quand on fait un clean, bah, on privilégie du coup une rotation externe en levant les coudes, etc. Versus sur un muscle-up où on va privilégier une rotation interne. Mais sinon, la mécanique déjà est assez similaire. Premier aspect de comparatif avec l'haltérophilie. Deuxième aspect de comparatif avec l'haltérophilie. La force, le travail de force max, comme on l'entend traditionnellement, c'est-à-dire le développement du 1RM, ça a pour caractéristique de produire des mouvements lents, ce qui est hyper logique et hyper entendable, parce que bah, si vous êtes sur une charge qui est maximale, eh ben, a priori, vous ne pouvez pas faire d'autres répétitions. Si vous pouvez faire d'autres répétitions, c'est que la répétition que vous avez faite, eh ben, elle était très, 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 très lente. Parce que si elle bouge très, très vite, a priori, vous pouvez en faire d'autres. Donc, c'est que ce n'était pas votre max. Bref. Donc, quand on voit des mecs qui sont en compète, qui font un TR
qui font leur 3e essai au terre, bon, bah, ça monte lentement. Leur 3e essai au bench, ça monte lentement. Ou au squat, pareil. Dips, machin, je vais pas tous les faire, mais vous avez compris. C'est des barres qui bougent pas vite, concrètement. Alors que le muscle-up, tout comme pour l'haltérophilie, quand on fait un clean, un arraché, peu importe, et quand on fait un muscle-up, quand on fail, eh ben, on fail, mais il y avait quand même de la vitesse. Donc déjà, comment dire, la volonté qu'il y a derrière, elle va pas être la même. Moi, j'aime bien dire qu'en force, donc en force athlétique et en street lifting, donc en enlevant le muscle-up, eh ben, il faut savoir être un tracteur, il faut savoir être un grinder. L'explosivité, c'est bien pour la force endurance, c'est bien pour le set and rep, parce que l'explosivité, ça permet quoi? Ça permet de créer en gros une impulsion au début du mouvement, au début de la phase difficile du mouvement, et de jouer de l'inertie qu'on a créée lors de cette impulsion-là pour finir le mouvement. Ce qui fait qu'en fait, concrètement, on est beaucoup moins longtemps en tension. Même si on bouge et qu'on paraît en tension, on est moins longtemps en tension. Si je suis en bas d'une dips, que je rebondis un peu sur ma dips, que je pousse très fort au démarrage, et que ce démarrage explosif plus ce rebond me permettent de remonter quasiment 80% de ma dips, et qu'après j'ai juste à renforcer un petit peu pour lock, et ben ça me permet, sur une série très 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 longue, comme c'est le cas en set and rep, de m'économiser largement du temps sous tension à l'intérieur des reps. Ok, ma série elle dure tout le temps sur laquelle je fais sur les barres, mais on peut soustraire à chaque fois ce petit temps où j'arrête de contracter mes muscles, entre guillemets, je joue des composantes élastiques et de l'inertie que j'ai créée. Et donc, via ça, concrètement, je diminue le temps sous tension total, ce qui est le facteur principal dans la force endurance, parce que bah, c'est le temps sous tension qui finit par être le facteur limitant. Tant il s'allonge. Donc bref, tout ça pour dire que en force, de manière générale, on doit être capable de produire de la force longtemps, de manière continue et homogène. Et le muscle-up, ça va être un mouvement qui va être plus proche de l'haltérophilie, dans le sens où on va devoir produire une force explosive. Et si on rate, eh ben on rate parce que souvent on n'a pas été assez explosif, ou alors parce qu'on a fait une erreur technique. Ce qui est exactement le cas de figure de l'haltérophilie. L'haltérophilie, on peut faire un snatch, une réception, on est en bas du snatch, on est en squat snatch, on a réceptionné la barre est 2 cm trop vers l'avant, on rate la rep. Alors que pourtant, ça bougeait vite, la mécanique paraissait bonne, simplement à la réception, barre un peu trop vers l'avant, on a raté la répétition. Donc le muscle-up, c'est un petit peu la même chose. On est un petit peu trop à l'arrière lors de la transition, on n'a pas eu une bonne trajectoire, on n'a pas eu un bon timing de tirage, on rate la répétition. Donc, ça fait que tout simplement, les composantes, les choses qu'on va chercher à travailler déjà, sont pas les mêmes. On va avoir une volonté, et c'est aussi du coup un bon point à mentionner, de se dire que travailler à tout prix l'explosivité sur le squat, sur les dips et sur les tractions, eh ben, ça a du sens dans une certaine mesure, mais c'est vraiment pas le truc qui sera déterminant. Là où c'est beaucoup plus le cas pour les muscle-up. Premier aspect à prendre en compte pour les muscle-up. Deuxième aspect à prendre en compte pour les muscle-up, c'est que au-delà de cette explosivité, on reste quand même sur de la force max, les charges sont lourdes, donc il faut quand même être capable de produire une force de manière durable et homogène également. Enfin, homogène, pas tout à fait, parce qu'il y a quand même un pic de force au démarrage, donc il faut cette explosivité, mais il faut quand même être capable de continuer à produire de la force. Ça, le gros Marco pourrait vous en parler, parce que lui, souvent, il rate ses muscle-up parce que bah, il est plutôt explosif au démarrage, il est bien, il a un bon démarrage, il monte assez haut, sauf que après, il arrête de tirer parce qu'il a joué de l'inertie, il a envoyé tout le jus au début, ce qui fait qu'après, il arrête de contracter les bras pour passer la barre. Et du coup, ça fait que bah, les jambes passent un peu vers l'avant. Et ça, c'est le cas de figure classique. Les jambes passent un peu vers l'avant. On n'a pas les épaules qui passent assez loin devant la barre. Et du coup, on kippe un peu et on passe au-dessus, mais la rep, finalement, est pas valide. Donc, bref. Donc, il faut aussi développer cette intention de tirer longtemps. C'est les deux intentions à travailler. Ce qui ne serait pas forcément le cas pour les autres mouvements. On va chercher, comme j'ai dit, à travailler prioritairement de la tension, du gainage, produire de la force longtemps de manière homogène. Ça. Donc, voilà. Et tu vois là, typiquement, bah, je me suis un peu perdu parce que j'ai raconté 40 000 trucs. Et là, j'essaie, tu vois, de meubler en disant des trucs par-ci par-là pour essayer de reconnecter avec la question de base, qui est donc la façon de programmer en muscle-up. Donc là, j'ai donné les caractéristiques, en gros, du muscle-up, les différences, les différences avec les mouvements de force et les similitudes avec les mouvements haltérophiles. Donc voilà, ah oui, voilà, c'est bon, ça merveille. Donc moi, en gros, je vais entraîner les muscle-up pour moi et les programmer un peu de la même manière que ce que je fais pour de l'haltéro, ce que je ferais faire également pour de l'haltéro, c'est-à-dire que je vais utiliser beaucoup de semi-techniques et je vais privilégier, sauf proximité avec une période compétitive, mais je vais privilégier le fait de faire donc, ce qu'on appelle des semi-techniques, des variations concrètement, avant
de faire le comp ou le mouvement en tout cas le plus proche du Des, muscle-up. ouais, même je pourrais ajouter des décompositions du mouvement, Voilà, c'est plus ça. que. Ouais. C'est ça. Pour en fait travailler un aspect précis qui pêche sur le mouvement. Typiquement, qu'est-ce que je pourrais dire je suis pas bon sur ma chute quand je fais du snatch, du squat snatch. Et ben, je vais faire à ma chauffe du hang squat snatch pour pas avoir le démarrage du mouvement et travailler le fait de devoir aller vite sous la barre quand je vais faire mon squat snatch et réceptionner ma barre. Donc, et après, je vais faire une gamme montante pour faire du squat snatch. Et là, j'aurai ancré dans ma tête ce truc de vouloir aller vite sous la barre et je le transférerai sur le mouvement de compétition. Donc c'est ça l'intérêt, c'est d'avoir une cue, un truc précis que je vais ensuite donc travailler spécifiquement et qu'ensuite je vais reproduire sur le mouvement plus global pour vraiment l'intégrer. Ça, c'est une stratégie que j'aime beaucoup employer et beaucoup sur les muscle-up. Donc généralement sur les muscle-up, ce que je vais faire, c'est que je vais faire donc un semi-technique du style celui que tu as essayé de mentionner tout à l'heure, que tu ne savais pas le nom, mais parce que c'est plus ou moins, on va dire, j'aime pas dire ça, mais c'est plus ou moins moi qui l'ai inventé, ou en tout cas, je sais pas, je l'ai nommé, bref. Je m'en branle de, je sais pas pour me la raconter, c'est juste pour dire, voilà, j'ai pas trop vu ça ailleurs, et je trouve que c'est un mouvement La, qui a la, du sens. la fouque muscle up. Moi, alors j'appelle ça les chest to bar muscle up, et en gros, bah, le principe, c'est on part, on prend un léger swing, comme quand on part faire un muscle up, on part pour faire comme un muscle up, sauf qu'au lieu de passer au-dessus de la barre, eh ben, je viens arriver face à la barre et taper la poitrine contre la barre pour avoir la mécanique du muscle up, le swing, la trajectoire, j'ai simplement pas la transition. Et pourquoi j'utilise également ce mouvement? C'est parce que moi, donc j'avais beaucoup de douleurs coudes et épaules, et bon, j'allais dire poignet, mais en fait c'est faux, mais ça peut arriver poignet également sur les muscle up. Et en fait, c'est principalement la transition en fait, hein, qui est très douloureuse souvent, qui produit pas mal de stress sur les muscle-up. Et du coup, je réfléchissais à un moyen d'entraîner mes muscle-up sans que ça me produise de douleur. Et cet exercice-là m'était venu un peu à l'idée. Et en fait, c'est vrai que je l'ai fait. Et du coup, bah, par rapport à avant, bon, c'est parce qu'il y a aussi eu un travail où j'ai travaillé ma mobilité, j'ai travaillé ma tolérance au niveau des épaules, au niveau des coudes. Donc, il n'y a pas que ça, évidemment. Mais globalement, ce mouvement est beaucoup, beaucoup moins traumatisant sur ces articulations-là. Il permet de travailler la force de tirage d'une manière assez similaire. Et il permet de travailler la forme du mouvement de manière assez similaire, évidemment, à condition qu'on y fasse très attention. Souvent, moi, je vois des mecs qui font des muscle-up, des chest to bar pour les tractions, donc pas des chest to bar muscle-up comme moi je fais faire. Donc, déjà, il n'y a pas le swing pour conserver la trajectoire de tirage, mais des chest to bar un peu classiques où ils restent droit sous la barre. Et en fait, ils ont une forme qui est pourrie et une intention qui est pourrie aussi, parce que les mecs, ils cherchent trop, ils ont trop cette notion de surcharge à tout prix sur cet exercice semi-technique, et du coup, ils perdent en fait la logique de base qui est l'intention. Et ça, c'est vraiment un truc qui est primordial, et c'est là aussi où je voulais en venir, entre la différence entre les muscle-up et les autres mouvements de street, et les mouvements d'haltérophilie et les autres mouvements de force, c'est qu'en fait, c'est des mouvements qui sont tellement techniques que le travail de l'intention et de la technique, il est vraiment, mais d'une importance capitale, en fait. Et c'est pour ça que c'est des mouvements, moi, pour moi, où, tu vois, et c'est là où je voulais aussi mentionner par rapport à ce que tu disais, toi, où je diffère un peu, je vais pas forcément faire peu de séries, comme tu fais faire. Je vais pas en faire non plus 40 000, mais je vais faire pas mal de séries, mais avec des intensités vraiment pas Mm. très très hautes en fait. Parce que je vais vraiment privilégier une technique qui est nickel, et là c'est là où je te rejoins par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est que je vais vraiment privilégier l'apprentissage d'une technique nickel avec une intensité adaptée. Donc bah typiquement si le mec, souvent ça c'est des mecs que je coach, tu vois, ils sont un peu deg parce que je leur fais faire des muscle-up avec élastique, alors qu'ils arrivent à faire avec 5-10 kilos, etc. Ils arrivent, ils sont pas trop mal. C'est des mecs souvent ils sont légers, donc ils arrivent poids du corps plutôt bien, mais dès que tu mets un peu de poids, par contre, ça leur fait un gros gap. Mais, et du coup, ça m'arrive de leur faire faire avec élastique. Et ils sont un peu deck, tu vois, parce que ça les fait régresser dans leur tête, alors qu'ils disent qu'ils n'en ont pas besoin, que eux, ça les concerne pas, les muscle avec élastique, c'est une autre catégorie de personnes. Sauf qu'en fait, quand tu enracines tellement bien la technique, tu vois, que tu la répètes en vraiment te concentrant sur des points précis, tu l'automatises tellement bien qu'après, en fait, quand tu transfères sur du lourd, à condition de maintenir les trucs, de faire ça correctement, etc., eh ben, tu as une automatisation qui fait que tu as une fluidité qui se répercute hyper bien sur ton mouvement et que tu as une efficience technique qui est super bonne, tu vois. Et ça, c'est vraiment le truc qu'il faut chercher à faire. Souvent, quand on voit les mecs les plus forts qui font des muscle-up, bah, on se dit, putain, même quand ils sont proches de leur AM, ça n'a pas l'air dur, c'est beau, etc. Bah, c'est un peu ça qu'il faut rechercher en fait. C'est sans être dans le truc de se branler sur un mec qui fait un muscle-up délesté avec un élastique qui peut l'envoyer sur la lune, tu vois. Mais en gros, c'est vraiment cette idée-là. Et on a toujours cette opposition, notamment bah, dans la prise de masse musculaire entre la forme technique et la charge, l'intensité qu'on met. Et ben là, pour moi, pour le coup,
pour les muscle-up, c'est un mouvement où je vais vraiment privilégier la forme, même si après, bon, il faut savoir forcer, il faut savoir monter les charges. Mais 80% du temps, je vais en privilégier la forme, avoir une fréquence un peu comme tu disais, 2 fois par semaine, c'est pas mal. Après, ça dépend les focus qu'il faut avoir. Voilà, moi, 1 à 2 fois par semaine. Moi, pour moi, là, ce que je vais faire, bloc suivant, c'est que je vais faire, comment dire? 3 fois sur 2 semaines. Donc en gros, 1 fois et demie par semaine. 2 séances, dans une semaine, 1 séance la semaine suivante et cetera. Pour avoir un roulement, un peu plus progressif. Mais ça, c'est surtout pour les coudes et cetera, pour rester progressif là-dessus. Mais bref, en tout cas, donc c'est vraiment l'idée que j'ai. Pas mal d'EMOM également, donc des séries en fait assez courtes, mais avec le format EMOM, c'est un peu comme des clusters. Donc l'intérêt de ça, c'est de repartir de la boxe, de repartir avec un léger swing, de répéter la même mécanique, de pas trop céder du rebond, parce que souvent quand en fait, on fait une première rep, elle est un peu dure, on fait une deuxième répétition, presque elle est plus facile. Parce qu'en fait, les mecs, soit ils font pas en desktop, soit ils utilisent un rebond de fou, et du coup, ça fait que pareil, là, à nouveau, techniquement, c'est pas très bon, on travaille pas tant sur l'explosivité du démarrage, mais on joue plus sur du rebond qu'on a via l'élan de la descente, etc. Donc on n'est pas dans les caractéristiques spécifiques qu'on a en compétition. Donc c'est pour ça que je fais faire pas mal d'émums, des émums qui peuvent voilà, faire 7, 8, 9 minutes, mais avec 1, 2 répétitions. Après, ça peut m'arriver aussi de faire des séries un petit peu plus longues, genre des 3x4, 5, 6, etc. En dead stop, avec des intensités très, très faibles également, pour bosser la technique. Et après, évidemment, bah, ça va m'arriver de faire comment dire, des top sets, des trucs plus lourds. Et ce que je fais pas mal, en vrai, aussi sur les muscle-up, c'est des ramping up sets, donc en gros l'équivalent des séries de montée en charge, mais en fait avec des incréments extrêmement petits. Des incréments très très petits, genre des plus 1,25, voire parfois plus 0,5 par charge, pour à chaque fois ancrer la technique, maintenir une intensité assez stable, légèrement croissante du coup, mais avec une qualité d'exécution qui va rester assez similaire. Et ça, souvent, les mecs, en fait, ils font leur muscle-up, ils se disent, je sais pas, tu vois, ils font un top set à, j'en sais rien, 15 kilos, ils font 10 kilos last warm-up, 15 kilos première série, et ils se rendent compte que putain, 10 kilos ça bougeait bien, bam, 15 kilos, ils galèrent. Ils disent putain, merde, bah, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, plus 5 kilos, c'est un pourcentage qui est énorme en fait, c'est très important. Alors que si tu fais des tout petits incréments, et ben en fait, tu peux presque quasiment ne pas ressentir la différence au fur et à mesure si tu es suffisamment progressif. Mais ça, c'est vraiment un truc qui est très spécifique au muscle-up, justement, hein. Pour le coup, là, c'est pas un truc qu'on retrouve sur les autres exercices. Bon, bref, j'ai dit 40 000 trucs. J'espère que vous avez pris des notes. Démerdez-vous avec tout ça. Voilà. Donc là, on a fait le tour du sujet de la programmation muscle up. Le 2, ça serait en fait la corrélation entre le potentiel et le plaisir que vous avez lors de l'entraînement. Et Victor m'a dit un truc hyper juste en off. Il me dit ouais, mais ça, c'est un sujet de mec pas doué, ça. Et je pense qu'il a eu le pif, tu vois. Parce que là, en fait, comme vous avez compris, si vous nous suivez depuis 26 épisodes, c'est que en fait, on fait un beau binôme parce qu'il y a un mec doué et un mec beaucoup moins doué, tu vois. Donc en fait, moi, je suis le porte-parole euh, Les grosses des merdes. mecs pas doués. Voilà, voilà. Et non, 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 on rigole. Mais justement, et ça, c'est hyper important parce qu'en fait, j'avais cette discussion avec quelqu'un ce matin et en fait, je lui disais non mais tu sais moi j'ai pas l'intention d'être un champion, tu vois, et il me Tu disait m'étonnes. ouais mais l'enculé. Et il me disait ouais faut pas se limiter et je lui disais non non mais moi je me limite pas du tout, en fait je suis hyper réaliste et je suis ok avec ça, il y a pas de souci. Et, et là vous dites mais où il veut en venir? Mais en fait, je veux être hyper positif dans mon discours parce que justement, c'est pas un discours pour vous démotiver, bien au contraire. Mais en fait, c'est qu'il y a deux écoles. Tu as le mec en fait, faut commencer pour les bonnes raisons et il faut continuer pour les bonnes raisons. La raison la plus valable est celle avec laquelle vous allez durer dans le temps. On le dit tout le temps, mais c'est le plaisir. Si vous prenez du plaisir à vous entraîner et malgré cela, comme par exemple moi et plein d'autres, la majorité, hein, parce qu'on voit que les champions sur les réseaux, mais aussi il y a plein de gens qui s'entraînent comme ça en récréatif. Et voilà, moi je prends du plaisir dans ce que je fais.
mais je sais très bien que j'atteindrai jamais l'élite. Pourquoi? Parce qu'on pourrait dire ouais, mais ouais, tu cultives la faiblesse, machin. Euh, Petite dédicace. Et, et en fait, si j'avais le potentiel pour être champion, vu que ça fait plus de 10 piges que je m'entraîne, j'aurais vu une lueur, euh, j'aurais vu un petit avant-goût du fait que je sois champion, quoi, si je peux m'exprimer comme ça. Donc, en fait, si ça fait 10 piges que vous entraînez et que vous êtes encore très loin de l'élite, bah, c'est-à-dire qu'il y a deux options. Soit vous faites les choses très très mal, soit vous faites ce qu'il faut, mais en fait, bah voilà, vous atteindrez jamais l'élite. Et c'est ça aussi, on l'a dit dans d'autres podcasts, et je l'ai dit aussi dans d'autres podcasts. Enfin, moi, je le vois tout le temps. Ouais, objectif FNSL, objectif Final Rep ou dans le Power, objectif France Power, machin. Sauf que voilà, il y aura très peu de gens qui pourront y participer. Et si vous, c'est votre but ultime et en fait que le chemin parcouru pour atteindre cet objectif-là, vous en foutez, vous, c'est la finalité, bah, je vous donne un petit scoop, vous tiendrez pas en fait. Et on se reparle dans 2 ans, vous ferez plus de muscu ou plus de force. Et c'est ce qui arrive des fois d'ailleurs, parce que il y a des gens, ils ont des attentes trop élevées, ils se confrontent à la compétition. Déjà, ils voient que c'est complètement différent de l'entraînement. Et puis, des fois, les premières expériences de compétition, c'est assez mitigé, hein. C'est rare qu'on. C'est ultra positif, même si on essaye un maximum que ça le soit, parce qu'on sait toutes les répercussions qu'il va y avoir, ne serait-ce que psychologique si ça ne l'est pas. Donc voilà, tout ça, c'est hyper important. Et moi, je trouve ça important aussi de le dire ici, que tout le monde ne pourra pas être champion, ne pourra pas faire les compétitions les plus prestigieuses, excusez-moi, mais c'est pas ce qui importe le plus. Ce qui importe le plus, c'est vraiment que vous kiffiez, que vous entraîniez pour vous et que vous soyez aussi dans un environnement qui vous monte vers le haut et qui vous correspond. Si par exemple, je sais pas, parce que ça, toi, je sais pas, Victor, peut-être que tu as été confronté à ça, après tu nous diras ton expérience, mais il y a les extrêmes en fait. Il y a soit vous êtes entouré de mecs bon, qui se donnent pas vraiment les moyens, ou de mecs vraiment pas doués du tout, ce qui est peu probable. Et là, en fait, ça vous nivelle vachement vers le bas, ce qui était quand même vachement à la fin le cas pour nous deux, je pense, sur Superphysique, par exemple. Et à l'inverse, en fait, vous êtes entouré de monstres et vous vous dites, mais attends, mais je suis nul, alors que en réalité, objectivement, c'est pas du tout le cas. Mais juste, et ça, encore une fois, ça c'est hyper. Enfin, je pense que ça doit pas avoir lieu souvent. Et donc, en fait, faut le juste milieu à chaque fois. Je dis toujours que les extrêmes, c'est négatif. Mais en fait, faut vous entourer de gens qui ont à peu près le même niveau que vous, qui peut-être sont un peu plus forts ou dont d'autres mouvements sont plus forts et dont d'autres moins forts, etc. Mais des gens à qui vous pouvez vous identifier, c'est hyper important. Et comme ça, en fait, peut-être vous allez évoluer avec eux. Déjà, vous allez tous vous pousser vers le haut. Et puis, au fur et à mesure de votre évolution, vous allez intégrer ou enlever des gens qui font partie de votre entourage. Je parle sportivement, hein. Donc voilà, quand on découvre souvent cette pratique, le streetlifting actuellement par des champions, on va pas citer tous les noms, mais vous les connaissez. Mais c'est pas très objectif sur la pratique. C'est pas à eux qu'il faut que vous identifiez, même si c'est bien, ça peut être inspirant, etc. Mais pour la plupart, je pense que c'est pas une bonne chose. Victor, dis-nous un peu ton ressenti sur tout ça et ton expérience et ce que t'en penses. Ah, tu sais, c'est un sujet de mec pas doué, donc moi, ça me parle pas des masses, hein.
Non, mais après, c'est vrai que tu vois, moi, je côtoie des gens qui sont pas doués, parfois pas doués du tout, parfois moyennement doués, etc. Et je me dis, c'est vrai qu'il y en a, ça fait très longtemps qu'ils s'entraînent et ils ont des résultats qui sont pas à la hauteur de proportionnellement les investissements qu'ils ont mis, etc. Et je me dis, tu vois, s'ils continuent, c'est que c'est des gens qui sont justement très motivés, passionnés, qui simplement apprécient également le fait de s'entraîner, le fait de rechercher l'optimisation, parce que tu sais, tu te dis, putain, bah, je progresse pas, bon, sans chercher des chimères non plus, sans se dire, je vais trouver le truc qui va me faire exploser, ça fait 10 ans que je m'entraîne, j'ai pas explosé, et là, c'est bon, je vais trouver le truc exploser, qui va me faire exploser. Pas forcément ça non plus, mais le truc qui est de chercher en permanence quand même, ah putain, qu'est-ce que je peux faire pour optimiser, de se renseigner, pas de simplement refaire tout le temps les mêmes trucs qui peuvent justement, entre autres, expliquer le niveau pas à la hauteur du temps de pratique qu'ils ont. Et moi, je suis assez admiratif de ça. Mais et après, sinon, tu vois, moi, je sais pas, ça m'a fait rire anecdotiquement quand tu disais ceux qui sont entourés que par des gens super forts. Et ben, je me dis, ceux qui s'entraînent, enfin, il doit y avoir des mecs, tu vois, qui s'entraînent avec la team là, à Honère-la-Courneuve, tu vois. Et il doit y en avoir qui doivent avoir un peu le seum, tu vois, parce que c'est vrai qu'ils sont quand même nombreux en power et en street à avoir un niveau qui est super fort. On voit les stories, les mecs qui s'entraînent à beaucoup à chaque fois. Et tu vois, je les connais pas tous. Et je me dis, dans le lot, il doit y en avoir bien un ou deux qui a un niveau qui est peut-être justement correct, mais pas du tout proportionnel à celui de la plupart. Et il doit se dire, putain, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis une merde, pourquoi j'arrive pas et tout. Cette grosse remise en question, le Ah, de mec ouf. n'endort pas la nuit et tout. Ah, tu sais, je me dis, tu vois, c'est sûr qu'il doit y avoir un ou deux mecs comme ça quand même dans cette salle, enfin dans ce groupe Ouais, bah plutôt, oui. parce que dans la salle, après, il y en a plein qui s'entraînent dans la salle, ils s'en battent les couilles d'eux, mais t'as compris ce que je veux dire, quoi. Donc c'est vrai que ça me fait rire, c'est un peu. Ouais, bah c'est ça. Bah après, ça, c'est des cas hyper particuliers qui est plus localisé en Île-de-France. Mais vous allez en province, c'est quand même ultra rare. Les poches d'athlètes comme ça, hyper doués, qui Ouais. s'entraînent en groupe, c'est quand même beaucoup plus rare. Moi, j'en connais pas d'ailleurs. En street lifting, je parle. Ouais. Donc voilà, petit aparté là-dessus. C'était marrant d'en parler, mais parce que ça fait lien avec des discussions que j'ai eues. Et c'est comme ça aussi qu'on qu'on a l'inspiration pour des podcasts. Hein. Des fois, c'est issu de discussions qu'on a eues avec les uns et les autres, avec les élèves, etc. Euh, ok là-dessus. On avait dit quoi d'autre comme... Et là, il se Ouais. rappelle plus. Bah ouais, on avait dit, ouais, bah oui. Bah oui, oui, je suis d'accord. Putain, ouais, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit les muscle up là. C'était bien ça, les muscle up, c'était un bon sujet. On peut reparler des muscle up, hein. Non. Non, mais qu'est-ce qu'on avait dit? Putain, c'est fou comment on s'en bat les couilles, hein. On est là, on parle comme ça. On avait dit les muscle up, là on a dit ça, ton sujet de mec pas doué. Je sais plus, t'avais dit un truc, Ah, quand tu si, si, m'avais si, si, briefé, si, c'est voilà. bon, Tu c'est m'as dit un bon, c'est truc bon. avant, toi. Ça me revient. Ah oui. Ça me revient. Donc là, vous avez vu, hein, c'est hyper préparé, franchement, c'est top. Mais je pense que si vous êtes ici, c'est aussi que vous kiffez la spontanéité Et je pense que comme. ce qu'ils aiment aussi, et ça on l'a pas encore assez fait, on va parler un peu de pétanque également. Parce que ça, je pense que c'est. Ils sont fans. Ils sont fans de ça. Il faut savoir qu'en ce moment, je traverse une période où je suis pas ouf à la pétanque, là. Donc j'avoue que ça m'atteint énormément en termes d'ego. Et je vais vous dire, ouais, c'est bon là, ça part en couille, c'est bon. Je vais vous dire pourquoi là je suis pas ouf à la pétanque là. L'année dernière, j'étais vraiment meilleur à la pétanque que cette année. Bon, il y a une raison qui est évidente, qui fait que bah, déjà je joue moins qu'avant. Donc ça, bon, mécaniquement, il n'y a pas, y a pas de secret. Mais, mais aussi, il faut savoir que l'année dernière, je jouais contre un mec. Il avait fait des compétitions nationales en montant quand même bien haut. Il avait fait des compétitions, enfin des parties télévisées. Donc ça, pareil, à la pétanque, pour faire des parties télévisées, vous pouvez en voir parfois sur l'équipe 21, etc. Il y en a pas beaucoup, hein. Je peux vous assurer que c'est vraiment les parties très hautes volées. Donc il fait des parties télévisées. Donc bref, ça pour dire que le mec a un niveau monstrueux. Et en plus, tu vois, il a la tchatch, il avait une dégaine stylée. Je le comparais physiquement à un peu un mélange de Bruce Willis et de John Statham. Donc déjà de manière évidente, vous pouvez vous dire que le gars est chauve. Ça déjà c'est voilà dans le descriptif. Il avait toujours des petites lunettes de soleil et tout. Et il était un peu enfin je dis comme s'il était mort, mais parfois je le croise. Hein, mais bref, je le vois beaucoup moins souvent pour faire simple. Et lui il est monstrueux. Et la tchatch et tout, très stylé, sympa, etc. Et du coup, je jouais contre lui, putain, ça me boostait de ouf, j'avais un ego de fou furieux. Parce que je me disais, il faut que j'explose ce mec. Parce que ce mec-là m'avait mis des branlées monumentales, hein.
Et en plus, il se foutait de ma gueule, mais avec un peu de style. Franchement, je l'aime bien, ce gars, il est très stylé. Et bref. Et du coup, je jouais tout le temps contre lui. Putain, j'avais explosé. J'étais vraiment devenu super bon. Ça avait perduré plutôt bien. Et là, franchement, dernièrement, vu qu'il vient beaucoup moins souvent, tout ça pour dire, au-delà de raconter ma vie, je veux vous expliquer quelque chose d'important. Je veux vous dire comment. Je vais vous faire une leçon de vie. C'est important de quand même essayer de s'entourer, ou en tout cas de côtoyer par-ci par-là, en allant dans des salles, en se déplaçant peut-être parfois en faisant cet effort-là, des gens qui sont forts, ou aller en compétition, etc. Participer de préférence, ou en tout cas peut-être simplement venir voir. Parce qu'en fait, c'est important de se confronter à des gens qui sont forts. C'est important de mettre son ego un peu à mal. Parce que moi, concrètement, c'est ça, hein. Ce mec-là, il me mettait des branlées pas possibles. Bah, quand tous les vieux, ils étaient partis, moi, je jouais toutes 2 heures tout seul pour pouvoir essayer de paraître un peu moins nul face à lui la fois d'après. L'esprit shonen, ça pareil, on n'a pas parlé assez de manga ces derniers podcasts. Donc là, c'est 2 trucs qu'on avait oubliés, c'est la pétanque et les mangas. Et là, c'est 2 trucs qui sont fondateurs pour créer des mecs solides. Ça, faut s'en rappeler. Donc, aparté fini, pensez à bien vous entourer avec des gens solides et pensez à ne pas renoncer face à l'adversité. L'ego est un boost incroyable. Il faut évidemment savoir Quand le il est bien contrôler. utilisé. Voilà, Ouais. parce que ça peut être également un brasier, donc qui peut à la fois vous donner une énergie monumentale et à la fois vous consumer complètement et faire que bah, Oh là vous avez là. le. C'est poétique. Ah, mais tu Là, pourrais faire un livre, toi. Hein. mais Toi, je vais y travailler, c'est bon. C'est bon, je suis convaincu là. Je vais faire un livre de développement personnel, pétanque et manga. Les gens vont péter un câble, je vais écrire un truc. Et, euh, et c'est vraiment un truc parce que parfois, en fait, on est tellement frustré que on fait quelque chose pas comme on aurait voulu, bah, on arrête tout. On dit là, j'arrête tout, c'est bon, ça m'a saoulé, ça sert à rien. Alors après, ponctuellement, si c'est un instant, j'ai envie de dire, bon, ça peut arriver de bouder, même si évidemment, il faut éviter, il faut faire ce combat face à soi-même. Mais si ça arrive un instant et qu'on arrive après à revenir sur ça et à changer, et se dire, bon, là, c'est bon, j'y retourne, c'est arrivé, c'est une fois, etc., à reprendre du recul, etc., c'est pas dramatique. Mais en tout cas, l'ego, c'est un moteur très important. Et je pense que vraiment, souvent, on essaie de plus en plus maintenant dire aux gens, ouais, faut pas chercher forcément à être compétitif. Donc, évidemment, en nuançant par rapport à tout ce qu'on a dit là, mais à pas chercher à être compétitif, pas chercher à vouloir faire à tout prix le combat avec les autres. Alors que c'est important, en fait, de se tirer la bourre, de trouver des gens qui ont son niveau pour pas justement se frustrer, mais des gens qui ont un niveau à peu près similaire. Là, j'en ai 2 au CrossFit. Ils me font rire parce qu'on est sur un groupe WhatsApp. Et il y en a un que je coach et qui a fait son RM au deadlift, au back squat, il a fait 120 kilos. Et là, il y en a un tout à l'heure, pendant mon cours, parce que c'était RM deadlift aujourd'hui, il a fait 123. Putain, instantanément, il a envoyé un message à l'autre, il a envoyé la vidéo et tout. Et il se tire la bourre. Donc voilà, c'est pas des performances incroyables, c'est très correct. C'est en raw, parce que c'est CrossFit, voilà, c'est en raw, c'est en high bar, etc. Donc c'est quand même pas mal. Et c'est des mecs qui ont la quarantaine passée, donc c'est super. Mais donc c'est important de trouver des gens qui sont avec qui on peut quand même se comparer dans une certaine mesure et avec qui on peut se tirer la bourre. Parce que ça, c'est génial, tu vois, la compétition, etc., comme tu disais, pas devenir champion, ok, pas devenir champion, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut cesser de vouloir être dans l'adversité, cesser de vouloir se comparer? Pas forcément. Il faut le faire sainement, entre guillemets sainement, et que ça nous pousse à progresser. Voilà. Là, voilà, c'est parti en couille, c'est devenu une leçon de vie, c'est Non, mais magnifique. Je... c'est bien parce que c'est un beau parallèle, moi, je trouve que C'est tu vrai, mais fais. c'était pas Et voulu à la tu, base, mais et tu mets encore de la nuance dans ce que j'ai c'est dit ça, juste avant. Donc, non, c'est top. Franchement, c'est c'est splendide. super. Et moi, je rajouterais un truc que tu as abordé un petit peu là, c'est le fait de sortir un peu de son cocon des fois, parce qu'il y en a peut-être qui nous écoutent qui s'entraînent en home gym ou qui s'entraînent dans certaines salles, mais ils sont un peu tout seuls, etc. Et quand tu dis te confronter aux autres de temps en temps, peut-être pas de manière systématique et Oui, quotidienne, mais je trouve ça hyper important et je pense que tu le soulignes parce que toi, tu le vis aussi actuellement, parce que cet homme est un ours. Il s'entraîne dans sa tanière. bah alors, là, faut Euh, savoir que là, je m'entraîne pas chez moi, je m'entraîne dans 3 salles différentes. Chaque oh là entraînement, je le là. fais dans une salle différente. C'est Ah, là, c'est tu vas arriver à Final Rep, ça- putain, tu vas tout casser, quoi. ça- non mais là, c'est vrai que c'est des barres, hein. Je m'entraîne partout là maintenant. Ça a Mais complètement c'est changé bien, par rapport avant. c'est bien. Et moi, je dirais, après, bon, faut avoir le budget, faut aussi avoir une vie qui est un peu dédiée à ça.
Mais si vous pouvez vous entraîner dans plusieurs salles et donc avoir des entourages différents, des conditions différentes, moi je trouve ça vachement bien en fait. C'est vachement enrichissant et ça va enrichir votre pratique en fait parce que Sûr. c'est ça qu'on cherche. Et puis ça crée des liens sociaux, etc. Exactement, ça c'est important ça, C'est top. très important, ouais. Ouais, ouais. Ça, Ouais. c'est un point qui est important, parce que c'est vrai que quand on s'entraîne tout le temps tout seul, bon après bon, il y a 2 salles dans lesquelles je travaille, donc je paye pas d'abonnement, mais c'est pour ça que c'est moins contraignant, on va dire. Et puis c'est même d'un point de vue en fait emploi du temps, je suis quasiment obligé de m'y entraîner parce que en fonction de si j'ai des cours avant et après, bon bah je peux pas rentrer chez moi, etc. Donc c'est aussi pour un aspect pratique. Mais c'est vrai que de côtoyer des gens et tout, c'est hyper agréable. Et un autre point que j'avais déjà évoqué une fois là, mais le fait de prendre des repos longs, je trouve que c'est vraiment mais quelque chose qui est hyper important en force, pouvoir reproduire un effort de manière qualitative et de pas être bridé par comment dire, le fait de repartir trop tôt en fait et de perdre en qualité. Et justement pour ça, en fait, si tu es tout seul dans ton gym, c'est hyper dur de prendre 8, 9, 10 minutes de repos entre 2 séries. Tu te fais chier, tu as pas envie, et cetera. Puis du coup, l'entraînement, il paraît pas, comment dire, c'est pas dynamique en fait, tu te fais chier vraiment. Alors que moi, je suis là, je discute avec des gens et après bam, je re-switch, je me remets dedans, 2-3 minutes avant de passer. Je place mon téléphone pour me filmer, je fais mes trucs et finalement, je conserve une bonne qualité d'exécution. J'ai les focus que je veux avoir et je progresse beaucoup mieux d'ailleurs comme ça, hein, dernièrement, que quand, justement, comme je l'avais déjà évoqué une fois, quand j'étais, full home gym et que je m'entraînais seul chez moi aussi, où là, je prenais des 3-4 minutes. 3-4 minutes, ça peut paraître long pour certains, mais moi, pour moi, c'était vraiment genre, tu sais, comme quand on était à Super Physique, le repos de base, on va dire, c'était 1:30, tu vois. C'était un peu 1:30 le repos de base. 2 minutes, ça commençait, pour moi, c'était ma perception d'avant. 2 minutes, ça commençait à être mi-long, tu vois. 2 minutes 30, là, c'était vraiment long. Et alors là, quand tu étais dans du 3 minutes plus, là, c'est que vraiment, tu forçais bien, tu vois. C'était du costaud. Mais 1:30, c'était un peu le truc de base. Et bref, le 3-4 minutes que j'avais, c'était mon 1:30 d'avant. Et donc déjà, pour noter l'évolution, c'est un peu marrant. Et mais ça ne me suffisait pas du tout, quoi. Ça m'atomisait. Et là, maintenant, mon 1:30 devenu mon 3-4 minutes est devenu maintenant mon 8 minutes. C'est 8 minutes maintenant mon repère. Ah ouais. Ok. C'est Ouais, intéressant. Moi, je sais que ouais, au-delà de 7 minutes, je refroidis. Je commence à refroidir. Après, faut peut-être avoir une stratégie aussi pour pas que ça arrive. pas à moi, pas à moi. Tu t'entraînais, espèce de petit enculé, quand j'étais là. Tu prenais 12 minutes, c'était interminable. Le mec était en début de bloc, il prenait des temps à son squat, alors que le mec avait un RPE négatif, c'était hyper simple. C'était interminable, j'en pouvais C'était plus. quand ça? C'était Quand quand? j'étais venu, enculé, je sais plus, c'était l'année dernière, quoi. C'était l'été dernier, quoi. Ah oui, 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 Ah, exact, c'était exact. interminable. Ouais, mais parce que t'étais Parce que là. tu chronomètres tes repos. Tu chronomètres tes Bah repos. bien sûr. Ouais, je les chronomètre. Ah, parce Ouais, qu'à mais ce, parce à que ce moment-là, tu les chronométrais pas, je crois. ouais, mais c'est parce que t'étais là. Je m'en foutais. C'est Ouais, pour ça. sûrement. Et d'ailleurs, moi, en fait, de ce que j'ai remarqué, et ça, c'est hyper individuel, c'est que moi, j'arrive à, ça me transcende d'une certaine manière d'être dans un environnement, d'être dans une salle pour m'être entraîné seul chez moi dans mon salon pendant le confinement, une horreur par rapport à ça. Mais en revanche, là où j'arrive à produire l'effort le plus qualitatif, c'est quand en fait, on me fout la paix et que je parle à personne, en fait, que Ah je ouais, fais l'ours et que je suis dans ma bulle, mais en fait, je vois les gens autour et ouais. je pense que inconsciemment, ça doit me stimuler et parce que je sais que quand je parle, bah, ça c'est un peu logique aussi. Si vous faites que parler, ça va vous sortir Oui, oui. complètement de votre séance. Après, pour refocus, etc. Et des fois, en fait, même moi, bon, par exemple, quand je suis en fin de bloc, j'essaye même d'esquiver les regards de mes potes parce que je sais qu'ils vont vouloir me parler d'un Ça truc. ouf, ce mec, ça ouf. Non, mais entre forceux, on sait quand le mec, on voit quand il est vraiment focus, et ça, c'est hyper important. Et en fait, moi, je remarque que là où je m'entraîne le mieux, c'est quand je suis tout seul. Quand je dis tout seul, c'est dans une salle, en Oui, fait. oui, C'est oui. c'est là où je m'entraîne le mieux, j'arrive à avoir le meilleur focus, etc. Mais voilà, encore une fois, hein, c'est individuel. Mais après, c'est marrant que tu Donc, dises ça parce que, tu vois, moi j'avais cette image-là aussi, et sur le plan logique, je te rejoins tout à fait, ça paraît évident. Et tu vois, même là, quand j'ai fait ma 250 au squat avant-hier, là, et ben, genre, tout le long de ma chauffe,
Je parlais avec mon pote avec qui j'étais venu, qui Ouais, était venu pour me ouais, spotter, mais et je parlais. Dis-moi, ouais. c'est un truc particulier. C'est là, tu faisais un RM. Là, moi, je te Ouais, parle dans un cadre d'entraînement basique, quoi, tu vois. ouais, ouais. Bah, après, pour moi, c'est un peu le même principe, parce qu'un RM, justement, c'est un peu la quintessence du truc. Quintessence, tu dois faire PR sur une rep, c'est pour ça que tu t'entraînes, c'est le truc qui met le plus de stress, parce que bah, tu sais que c'est Ouais, binaire, tu vois. Si, admettons, tu dois faire une fin de bloc, un top 7, 5 reps, bon, bah, t'en fais 4 sur 5, ok, t'as fail ta série, mais t'en as quand même validé 4. Tu fail ton RM, t'as 0% de réussite, tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais, mais ce que je trouve bien dans ce que tu décris là, le fait de parler à tes potes avant le 1RM, etc., ça enlève une certaine pression. Et je pense Ouais, que ça doit être quand même vachement positif psychologiquement. Le fait de dédramatiser un désacraliser. peu, ouais, dédramatiser, désacraliser l'instant et d'enlever un peu cette appréhension et ce stress négatif. Et de toute façon, on le sait, quand tu parles, quand tu rigoles, tu produis des hormones Oui, enfin, ah oui, oui, positives, oui, en oui. fait. Oui, oui. Mais après, et quand même, pour nuancer, tu vois, genre, je te dis ça, mais moi, je savais exactement qu'il y avait un stade où il fallait que je switch Ouais, complètement et que là, je sois vraiment dedans, tu vois. Genre, je savais que 220 en chauffe, j'étais encore bien, tu vois. Genre, je pouvais discuter, je m'en foutais, ça allait. J'étais concentré, mais pas focus vitesse de ouf, vraiment encore technique. Et à partir de 230, là, tu vois, paf, je me mets à fond dedans, 240 aussi, 250, tu vois. t'as fait des incréments de Ah, je 10 fais en plus 10. 10, ouais. Ouais, je fais plus 10. J'ai fait plus 10 à chaque fois. Ouais. Donc en vrai, genre ta dernière barre de chauffe, ton last warm-up à 240, c'était déjà un PR en fait. Bah non, j'avais déjà fait 2,40. Ah, je sais, je me rappelle plus. Ok. J'avais déjà fait 2,40. Mais là, c'est vrai que j'ai fait D'ailleurs, 2,40 très très bien, quoi. je vous le dis, cet été là, juillet ou août, 220 pour Bibi, hein. Ah putain, yes. Quatre, Ça commence à être quelque chose. quatre petites plaques rouges de chaque côté, ça De fait plaisir. 25. Putain, ça c'est sympa, ça. Ça, on aime beaucoup, Ouais. ça. Bon. Ça, c'est. Ah, c'est bien. Et ouais, ok. Et du coup, on va pas aborder parce que j'avais un autre sujet, mais sinon le podcast il va durer trop longtemps parce que c'est un truc qu'il va falloir qu'on développe pas mal. On vous fait un petit teaser et après on embraye sur le dernier sujet. On vous parlera le prochain épisode du le fait de splitter les entraînements. Ah Euh, oui, d'accord, oui. quand je dis splitter, c'est pas splitter de manière hebdomadaire, c'est de splitter de manière quotidienne, journalière. Par exemple, vous C'est avez encore un un truc de chômeur, entraînement, ça. ouais, bah, de chômeur De coach sportif. De coach ou sportif. de coach sportif, quoi. Non, mais bien sûr. Bah oui. Ouais. Mais ça s'adressera du coup pas à tout le monde, mais je pense que ça pourrait être intéressant, même si ça vous concerne pas. Donc on parlera de ça. Et là, du coup, petit sujet d'actualité. Là, on a eu une compétition qui vient d'être annulée 2 jours avant. Euh, mes condoléances pour les athlètes. Non, ça, ouais, du coup. Comment toi t'interprètes ça, la victoire ça Ouf, serait marrant, hein. Oh, moi, ouf. j'interprète ça de Ouais, je veux rien pas du me tout, moi. mouiller, moi. Ah non, 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 c'est surtout que moi, tu vois, je savais pas qu'il y avait une compétition à la base. J'ai surtout vu qu'elle avait été annulée, tu vois. C'est comme ça que j'ai entendu parler qu'il y avait cette compétition. Et du coup, alors après, c'est vrai que j'ai vu une première story, j'ai fait, bah, qu'est-ce que c'est que ça? Tac, je swipe. Après, j'ai revu une deuxième fois, une Mais troisième tu fois, une voulais pas quatrième y fois. participer, toi? Tu voulais pas y participer? Bah, je savais même pas que ça existait, donc qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Je savais Tu même pas voulais qu'il y pas avait. squatter, tu voulais Ah pas oui! squatter en high bar sans genouillère et à plat? Et posé, je crois, non? C'était Ah pas? ouais, putain. Ah bah putain, si c'était ça, c'est. Parce que du coup, après, c'est vrai que j'ai été regarder le truc. Et du coup, c'est vrai que j'ai été. Alors, bref, attends. Je te fais l'étape par étape de ma découverte de l'information. Donc, je vois 3 fois, 4 fois, machin. Du coup, je finis par cliquer sur le truc et tout. Et je me dis, ah ouais, putain, c'était vraiment, bah, je sais pas, 3 jours après l'annulation, quand on voit un truc comme ça, que c'était censé avoir lieu. Ouais. Voilà. Donc, c'est vrai qu'après, je me suis dit, putain, merde, j'avoue, là, j'aurais fait une préparation. J'aurais dû faire une compétition 3 jours après. Je me serais mis dedans, j'aurais tout fait ma prépa, etc. Là, j'apprends 3 jours avant que le truc est annulé. J'aurais été dégoûté. Donc, en plus, j'ai bien compris qu'il y avait l'histoire de évidemment bah, payer le déplacement, payer le logement, etc. Donc, ça, bah, qui évidemment te met dans la merde et qui fout le seum. Mais bref. Mais au-delà de ça, putain, je me suis dit vraiment, putain,
psychologiquement, tu es là, tu vas performer, tu vas faire ton truc, etc. C'est annulé, putain, ça vraiment, j'aurais trop les boules. Et après, pour en revenir donc au standard de la compétition, donc moi, donc, de ce que j'ai vu, en fait, c'est une compétition, pour faire simple, où il ne faut pas forcer, pour faire très simple. C'est- Vous forcez, c'est nos reps. En plus, ça me fait rire parce que tout à l'heure au squat, euh, je faisais donc un RM back squat au CrossFit tout à l'heure là. Et à un moment, j'ai donné comme image, j'ai dit, mais pendant leur chauffe, il faut que vous évitiez de vous laisser tomber, il faut que votre remontée soit plus rapide que votre descente, pour donner cette image-là. Et donc, j'aurais dit, donc il ne faut pas chercher à accélérer à tout prix la remontée, il faut plutôt chercher à ralentir la descente pour donner cette idée-là. Et du coup, après, j'ai dit en rigolant, bon, évidemment, quand vous serez proche du ARM, il faudra avoir l'intention que la remontée soit plus rapide que la descente, mais ça ne sera pas le cas. Et après, il y en a un qui a rigolé, qui a dit, bah, si jamais la remontée n'est pas plus rapide que la descente, c'est nos reps. Donc bref, ça me fait rire et ça me fait penser à ça, parce que concrètement, c'était ça. Quand j'ai vu donc les vidéos où il démontrait les standards de la compétition, en plus j'aime bien parce que vraiment, non, mais en plus j'y pense, plus ça me fait rire, parce que les standards, rien n'était écrit. Il n'y avait rien qui était écrit. Simplement, c'était une démonstration d'un truc. Et il y avait écrit, il faut que ça ressemble à ça. Alors là, Ah ouais? je Ah trouvais ça ça, exceptionnel. j'ai même pas vu. Après peut-être que je me suis pas plus renseigné que ça, mais j'ai juste vu une publication où tu swipais, tu voyais les différents exercices. Et il y avait écrit, il faut que ça soit à peu près, que ça à peu près cette gueule-là. Je sais plus exactement la phrase, mais c'était quasiment ça, tu vois. Et genre, c'était un muscle-up, bah, en effet, un muscle-up magnifique, avec pas une transition, pas beaucoup de transition, quoi, donc très beau, etc. Une dips, pareil, un couloir linéaire, t'avais même pas le truc de je penche et je redresse. Pareil, traction, voilà, très bien. Le squat, donc high bar, et moi, dans la vidéo, c'était en posé. Et en plus, ça m'a fait rire, je me suis fait rire moi-même quand j'ai regardé la vidéo, parce que c'est le seul exercice où dans la démonstration, il y a 2 répétitions. Et je me suis dit dans ma tête, ah bah là, donc c'est 2 RM posés pour le squat à la compétition. Tu sais, tous les autres trucs, qui montent une rep. Je me dis, bah pourquoi là, il y en a 2? Bon, bah c'est que c'est 2 reps. C'est que peut-être même lui, c'est dans la démonstration, il s'est dit, bon, j'ai peut-être pas assez bien fait, je vais en refaire une quand même pour vraiment qu'il voit bien que c'est posé et high bar et row, tu vois. Bref. Donc tout ça pour dire que, voilà, ça, Et toi, ça me fait justement, marrer. pour que le sujet soit utile, parce que juste parler, c'est pas pour casser du sucre ou quoi, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Et toi, justement, si on pouvait apporter des solutions, parce que c'est intéressant, toi, tu te fais annuler ta compète 3 jours avant, qu'est-ce que tu mettrais en place? Qu'est-ce que tu ferais? Eh ben, c'est une bonne question. Je réfléchis un petit peu. Ça dépend toujours du contexte, de tout ce qu'il y a autour. Mais c'est vrai que ce que je serais tenté de te répondre, c'est ce qui a l'air d'être essayé d'être mis en place par la plupart, c'est de faire un mock meet, tu vois, évidemment. De faire la compète, mais moi, quoi, pour moi. Ouais, que histoire de que ta prépa n'ait pas servi à rien. Ah oui, voilà, de voir concrètement, de faire le test, justement, pour quand même te rendre compte si concrètement ce que tu as fait, bah, c'était efficace. Parce que sinon, en fait, c'est dommage. Tu as fait tout un processus. Donc, entre guillemets, à chaque fois, c'est quand même du test, hein. Tu testes ton protocole pour arriver à avoir un pic de forme, un truc où vraiment tu te sens super bien. Et donc, la question, bah, à chaque fois, c'est est-ce que ça a fonctionné ou pas, tu vois. Donc, c'est quand même hyper dommage de se priver de ça, de se priver de voir si ça a fonctionné ou pas. Et en plus, avec pour le coup, bah, j'ai envie de te dire, moins de pression, parce que c'est vrai que c'est pas une vraie compète, tu as moins de pression. Donc, t'enlèves ça. Ouais, Bah, si, un petit peu ouais, moins, tu le fais pour toi, quoi. Donc, après, ça dépend, sauf bah il y si c'est un avait, mock meet et qu'il y a 50 personnes, ah bah là, ça revient ouais, au même, du voilà, coup, c'est la même chose. ouais, Ah, oui, oui. ouais, voilà. Et c'est ce qui risque peut-être de se passer. Enfin, je sais pas s'il y aura 50, mais Oui, non, ça mais c'est serait l'image. bien. Même 20 Ouais, ça personnes serait bien. serait énorme, déjà, ce serait beaucoup. Même Ouais. 10 personnes serait beaucoup, ouais. Ouais, bah moi aussi du coup, hein, c'est aussi ce que j'aurais fait globalement. Je me serais dit bon bah fuck, vas-y, je vais faire un truc avec les potes ou avec les gens qui voulaient y participer aussi, quoi. Bien sûr. Donc ouais, voilà, bon bah c'est bien cool, hein. Encore un bon petit épisode. Ce que vous pouvez faire aussi, on vous le dit souvent, mais si vous voulez qu'on aborde des sujets, vous nous les mettez en commentaire parce que ces vidéos-là, elles sont sur YouTube et aussi sur les différentes plateformes de podcast. Donc vous mettez un commentaire sur voilà, j'aimerais bien que vous traitiez tel sujet ou carrément vous nous envoyez un DM. Sur nos Instagram respectifs. Voilà pour ça. Et puis aussi, petite chose, il y aura sûrement des hors-séries pendant cet été.
Ça, je l'ai déjà dit aussi, je le redis. Il y a un hors-série là qui va sortir. On a tourné avec notre cher ami Alexis le week-end dernier. Et puis il y aura d'autres hors-séries. Je vous dis rien pour l'instant. Et, et voilà, donc bonne fin de journée à vous. Je sais pas quelle heure il sera. Et puis on vous dit au prochain épisode. Ciao, ciao. Salut!